Pendant des années, aux environs des années 70, l'industrie d'assemblage, surtout dans le domaine textile, a représenté le fleuron des exportations du pays. Plus de 90% des exportations totales. À l'époque, ils employaient plus de 100 000 ouvriers et c'était vraiment une manne pour Haïti. L'embargo de 90 jusqu'à 93 a totalement détruit cette industrie et elle repart maintenant. Elle a actuellement dans les 70 000 une création d'emplois. Elle continue de représenter à peu près 900 millions de dollars par an. Pour voir un peu le poids de cette industrie actuellement et voir ce que demain nous réserve, nous avons encore une fois avec nous l'économiste William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir auditeurs, auditrices, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Est-ce que la présentation que je viens de faire est correcte? Elle est correcte, mais j'aimerais additionner une seule chose. Oui. À l'époque, il faut dire que le salaire minimum était de 3,25 $. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce même salaire minimum équivaudrait à peut-être 500 $. Donc, le salaire minimum n'a pas beaucoup grimpé de l'époque dont on en parle et à aujourd'hui. D'accord. Mais la performance et le travail, effectivement, beaucoup d'emplois avaient été créés et pendant toute cette période. Oui, bon, cela dit, on sait très bien qu'un des gros avantages qui attire les investisseurs en Haïti, c'est précisément le coût de la main-d'œuvre qui est très faible. Bon, le coût de la main-d'œuvre, c'est une chose, mais en dehors du coût de la main-d'œuvre, il y a surtout les lois qui sont favorables. Parce qu'aux États-Unis, ils ont voté des lois récemment, la loi HOPE et la loi HELP, qui représentent des avantages qui ont été octroyés aux entrepreneurs américains qui veulent s'engager en Haïti et aux entrepreneurs haïtiens qui veulent en profiter du marché américain et fournir des services et des marchandises. C'est ça. Donc, des win-win type of relationship. Oui, une situation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc il y a les lois qui sont vraiment d'une importance capitale parce que c'est ce qui encourage les investisseurs à vraiment s'engager. Parce que là, parce que dans le commerce, il y a un élément important en dehors de la confiance, c'est la certitude. Donc avec les lois, il y a la certitude qui est créée que les gens peuvent aisément venir en Haïti, faire manufacturer leurs marchandises et les exporter vers les États-Unis, indépendamment du système fiscal, indépendamment des impôts, etc. D'autant plus que les lois HOPE et HELP viennent d'être renouvelées jusqu'au 30 septembre 2025. Effectivement. Maintenant, ce qui est amusant dans cette dynamique, c'est que la loi HOPE et la loi HELP créent deux types d'entrepreneurs. Il y a les types d'entrepreneurs financiers, il y a les types d'entrepreneurs stratégiques. Les types d'entrepreneurs financiers, ce sont les gars qui viennent en Haïti et investissent sur le court terme, l'exercice fiscal. Faire un coup. Okay. Les investisseurs stratégiques, ce sont des gens qui viennent pour le long terme, qui veulent établir des relations, qui octroient des contrats, qui reçoivent des contrats à long terme et qui octroient également des sous-contrats à long terme. Donc, la loi HOPE et la loi HELP donnent aux entrepreneurs haïtiens un choix stratégique. Est-ce qu'ils vont choisir de faire les affaires avec les entrepreneurs financiers de l'Amérique ou ailleurs, ou est-ce qu'ils vont pouvoir négocier des contrats stratégiques avec les entrepreneurs stratégiques? Donc, c'est très important de signaler ceci. Très bien. Enfin, je crois que ce qu'il est important de noter, c'est que ces lois HELP et HOPE sont à l'avantage des deux parties. Absolument. C'est à l'avantage des États-Unis, c'est aussi à l'avantage d'Haïti. Oui, parce qu'en Haïti, ça vous permet d'exporter vers les États-Unis et vos produits sont exemptés des droits de douane. Bien sûr, ça c'est le gros avantage. Ça, c'est le gros avantage. Exemption totale de droits de douane, oui. Et les conditions imposées ne sont pas très méchantes, hein. Bon, écoutez, les États-Unis doivent normalement protéger aussi l'industrie chez elles. Oui. Bon, même si les États-Unis vous
vous octroie des avantages, elle doit aussi garder les yeux sur son électorat, sur ses votes, sur son entreprise de textile. Et ces lois, en vertu de la balance que les États-Unis essaient d'établir, il y a l'industrie du textile, donc ce que nous fabriquons, ce que nous assemblons plutôt en Haïti, c'est surtout assemblé à partir de matériel américain. Donc oui, ça, on ne peut pas... C'est ça. Et gagnant-gagnant. La loi Hope, je crois, place la barre à 50%. Il faut que 50% des produits qui rentrent dans le produit fini soient des produits américains en provenance des États-Unis, ce qui n'est pas une exigence faramineuse. Il faut dire aussi que c'est pas seulement pour le textile, ça aussi pour l'automobile. Par exemple, au Mexique, il exige que une partie des pièces qui rentrent dans la fabrication de voitures exportées vers les États-Unis soient des pièces américaines. Donc, ils vous donnent des avantages, mais ils doivent aussi se protéger. Ce qui est normal. Ouais. Ce qui est normal, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Maintenant, revenons à notre sujet initial. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette industrie d'assemblage en Haïti? Comment sont les perspectives? Mais l'avenir, pour que cette industrie soit performante en Haïti, les entrepreneurs haïtiens ont besoin de beaucoup de crédit. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une politique monétaire qui est favorable aux entrepreneurs, en fait, favorable aux entrepreneurs du pays. Donc, et à l'intérieur de ce groupe d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs vont en bénéficier, mais particulièrement ceux qui sont dans l'industrie du textile. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une part d'espace de production. Et les espaces de production, ça coûte beaucoup. Et le gouvernement haïtien a été sage à établir ce qu'on appelle des parcs industriels. Et à l'intérieur des parcs industriels qui sont loués aux entrepreneurs haïtiens, et les loyers ne sont pas très chers. Donc, ce qui permet aux entrepreneurs haïtiens d'être actifs et de pouvoir étendre leur production. Donc, et ça, c'est important parce que la marge de profit au niveau de l'industrie de l'assemblage, elle n'est pas énorme. Elle est très faible. Oui. Et pour qu'il y ait expansion, pour gagner de grandes fortunes, il faut l'expansion de la production au milieu de l'assemblage. Il faut le volume. Donc, et le volume, c'est avec les capacités de production, les infrastructures de production qu'on peut les avoir. Donc, on a intérêt pour encourager nos entrepreneurs à leur donner accès à des capitaux, ou leur permettre l'accès à des capitaux à travers les taux d'intérêt, soit subventionnés, soit très bas, ou au niveau des politiques monétaires qui permettraient aux banques d'avancer, de faire des prêts favorables aux entrepreneurs. Donc l'avenir de cette entreprise a besoin premièrement d'une politique monétaire favorable, a besoin d'infrastructures favorables, donc d'où le rôle de l'État, parce que l'infrastructure coûte cher et ça ne rapporte pas beaucoup. Donc ce sont des risques souverains. Donc l'État assume ces risques. Donc une fois que nous avons ça, nous avons besoin d'entrepreneurs qui sont habilités à avoir la communication entre entrepreneurs haïtiens et entrepreneurs américains, ou français, ou canadiens, ou étrangers, qui parlent le même langage pour les recruter et les encourager à venir investir chez nous. Il faut également des gens qui partiraient en Asie et encourager les Asiatiques qui sont engagés dans le business de l'assemblage de venir s'implanter en Haïti. Oui, parce que les Asiatiques, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh, sont nos principaux concurrents aujourd'hui. Absolument. Sans oublier la Chine, évidemment. Alors, c'est un très bon point. Pourquoi? Parce que il faut regarder l'industrie du textile comme dans l'agrégat. Parce que le gars qui fabrique en Haïti, son concurrent, effectivement, n'est pas en Haïti. Son concurrent est en Bangladesh. Et si les coûts de production à Bangladesh, alors quand on parle de coûts de production, il n'y a pas seulement le travail, le coût du travail. Il y a le coût de l'infrastructure, il y a le coût de l'électricité, il y a le coût du transport, il y a le coût de la sécurité, il y a tout ça, c'est un package deal. Et quoique Haïti, le coût du travail peut être beaucoup moindre que le coût du travail ailleurs, ou égal, mais il y a les autres coûts
qui additionnent et qui peuvent... Donc, il y a un travail, il y a une réflexion fondamentale et stratégique à faire en ce qui concerne ce qu'on offre comme package aux entrepreneurs haïtiens d'une part et aux entrepreneurs qui veulent s'intéresser à se servir de nos facilités pour manufacturer en Haïti. Et il est certain que le climat d'insécurité qui règne aujourd'hui est probablement un des obstacles les plus rédhibitoires, sans compter aussi les tracasseries douanières, sans compter la législation pour créer une société en Haïti, ça prend tout ça joue en notre défaveur. Ça fait partie de l'infrastructure qu'il faut. Voilà. Oui, absolument. Mais à côté de ça, nous avons pas mal de parcs industriels, nous avons l'avantage de la proximité géographique au marché principal. Avec le marché principal aux États-Unis. Il y a les lois Hope, le coût de la main-d'œuvre qui reste faible. Bon, ça, c'est pas à l'avantage de l'ouvrier, bien entendu, mais c'est peut-être à l'avantage du pays, je ne sais pas. Non, maintenant, c'est un débat. Il y a gagnant-gagnant, parce que le salaire minimum ne devrait pas être le déterminant. Parce qu'en dehors du salaire minimum, il y a les coûts sociaux. Il y a les contributions qui sont versées à l'ONA, à l'OFATMA. Donc, le salaire minimum, le salaire minimum peut être bas, mais dans la mesure où les coûts sociaux sont payés, sont versés, dans le long terme, l'ouvrier, il y a moyen pour l'ouvrier de s'en sortir. Magnifique. Et aussi, l'ouvrier le plus performant qu'il est, le plus l'entrepreneur est habilité à recruter, à renégocier d'autres contrats. Parce que la marge du profit peut être minime. Mais si de reliability. Oui, bon, ça ne me vient pas. Mais si le patron peut compter sur l'ouvrier, voilà. Donc la confiance dans le travail, dans la performance de l'ouvrier, il peut toujours partir et négocier les contrats. Et parce que les contrats qui sont octroyés avec des dates de sursis. Ah oui. Donc, et sans les dates de sursis, avec les dates de sursis, on ne joue pas avec. Non. Et c'est ce qui détermine si oui ou non les gens viennent. D'accord. Donc, c'est un des déterminants. William Savary, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que la réputation justifiée de l'ouvrier haïtien est excellente, que ce soit par ses qualités en tant que travailleur, que ce soit par son sérieux dans le travail? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'ouvrier haïtien est exceptionnel. C'est même pas discutable parce qu'on n'a qu'à visiter la manufacture pour voir avec quelle adresse, l'adresse qu'ils y mettent. C'est extraordinaire. Non seulement que les ouvriers sont consciencieux, ils veulent travailler, ils sont performants, mais aussi ils apportent un savoir-faire à partir de leur expérience. Ils proposent au patron ce qu'il faudrait faire pour rendre la manufacture beaucoup plus performante. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on me raconte, c'est du vécu, parce que j'ai visité beaucoup des entreprises en Haïti, beaucoup des firmes d'assemblage, et j'ai parlé à plusieurs des ouvriers. Je suis très proche, j'entretiens des conversations de façon régulière avec les syndicats. Donc, c'est vraiment... C'est même pas discutable. D'accord. Non, mais c'est un point qu'il faut faire remarquer. Pour une fois qu'on dit du bien d'un secteur en Haïti, il faut faire mousser tout ça. Bon, donc en conclusion, William, il faut donc souhaiter que cette industrie continue de progresser et passe de 70 000 ouvriers aujourd'hui à 100 000 demain, 150 000, etc., jusqu'à arriver. Certains disent que les capacités pourraient aller jusqu'à 500 000 emplois. Il y a deux choses qu'il faut, fondamentalement. Premièrement, il faut les entrepreneurs. Et deuxièmement, il faut recruter les hommes d'affaires qui veulent contracter le service en Haïti. Il faut les recruter correctement. Et les entrepreneurs, en général... On devrait avoir ce qu'on appelle des incubators. Incubateurs où on forme les gens qui peuvent devenir les entrepreneurs de demain et qui peuvent avoir accès au capital pour étendre cette entreprise. Et sans ça, vous allez toujours avoir les mêmes familles qui sont impliquées dans la manufacture. Il faut diversifier, il faut créer d'autres entrepreneurs. Et créer un entrepreneur, c'est pas quelque chose de difficile parce que personne n'est né entrepreneur. Ça s'apprend. C'est un savoir-faire qui s'apprend et qui se passe de père
en fils, de génération en génération. Ça se perpétue. Oui. Donc, il faut créer les incubateurs pour qu'on puisse avoir les entrepreneurs nécessaires qui vont élargir l'assiette. Hein, absolument. Très bien. Bon, eh bien, pour conclure, et comme d'habitude, un petit mot, quelle est la tendance de la bourse ces derniers jours? Bon, la tendance de la bourse est encore à la hausse, parce qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Premièrement, il y avait un petit hiccup, parce qu'au niveau de la Federal Reserve, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing, que la Fed achète des obligations du marché en fait, pour mettre de la pression sur le taux d'intérêt à la baisse. Okay? Donc, la Fed avait signalé pendant cette semaine, toute cette semaine, qu'elle allait plus ou moins se retirer ou ralentir son implication dans l'acquisition des bons sur les taux d'intérêt, qui affectent les taux d'intérêt. Il y a aussi le leading indicator qui est le retail sell. Oui. Et qui avait connu une chute. L'indice des coûts à la consommation, qui avait connu une chute. Donc, ces deux éléments ont, au cours de la semaine, très tôt de la semaine, affecté le marché un petit peu. Donc, et maintenant, il y a la chose, les événements de l'Afghanistan qui avaient appliqué un petit peu de pression, mais la fin de la semaine, là, le marché s'est stabilisé et beaucoup de titres ont repris leur valeur. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Donc, la tendance est encore à la hausse. Donc, nous avons il y a les titres de Walmart qui ont bien performé, qui a connu une hausse d'1,45 $, aujourd'hui et qui se négocie dans 150 et 160. Et pour l'année, Walmart a performé de à peu près 20% à date. Les titres de Target, bon, pourquoi j'ai choisi ces deux-là? C'est parce que ce sont des entreprises qui s'en servent des industries du textile. De ce que nous fabriquons ici, oui. Oui, bien Effectivement. sûr. Donc, oui, la tendance est encore à la hausse. Donc, on s'attend à ce que ça continue. Donc, et surtout, il y a des mesures qui ont été prises au niveau fiscal et au niveau de la politique monétaire américaine qui encouragent la tendance à la hausse. Eh bien, merci William Savary, merci pour tous ces éclairages. Eh bien, on va continuer nos petites conversations sur différents sujets en espérant apporter des informations intéressantes à notre public. Bonsoir William, à bientôt, bon week-end. Et voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur du Haiti Stock Exchange.